Mardi 7 juin 2022, début de l'examen du certificat d'études primaires au Burkina Faso après 9 mois de classe. Ils sont plus de 430 000 candidats à la conquête du premier diplôme scolaire. Des chiffres en baisse de plus de 4% du fait de l'insécurité ambiante. Les premières épreuves ont été dévoilées par le ministre de l'Éducation du côté de Bazega dans la ville de Kombisiri. L'insécurité affecte également les travailleurs du domaine de la santé. Des agents sont contraints d'abandonner leur poste pour se mettre à l'abri. En retour, leurs salaires sont ponctionnés, voire suspendus par l'État. C'est le SYNCHA qui le révèle. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale dénonce la situation et exige du ministre de la Santé des réparations. Et puis, en football éliminatoire de la CAN 2023, le Burkina Faso conforte sa place de leader du groupe B. Les étalons battus ce mardi l'Eswatini par 3-1 grâce à un doublé de Dango Ouattara et un but de Stéphane Ki. Les temps forts du duel joué en Afrique du Sud à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 7 juin. Merci de nous suivre. Mais tout d'abord, en politique, cette réunion des partis, toutes les grandes formations politiques du pays y étaient, sauf le CDP d'Edi Kamboyogo. Ils sont au total 10 partis politiques réunis sous la houlette de l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré. L'initiative du Parti du Lion est visiblement dans sa phase active. Comment se réinventer et être utile à la nation en ces moments de turbulence? C'est l'ordre du jour de ce rassemblement. On en sait plus avec Benjamin Ekwami. Ils sont 10 partis politiques à s'asseoir autour de la même table que le président de l'Union pour le progrès et le changement. Le MPP, l'ancien parti au pouvoir, l'ADF-RDA, l'UNI-MPS, le NTD, le PUR, pour ne citer que ceux-là. Des formations politiques qui épousent l'initiative des Zéphirin Diabré, qui entend fédérer les énergies de plusieurs partis politiques pour contribuer à résoudre certains maux, comme le terrorisme. Mais pas que. Ces leaders politiques souhaitent être encore utiles à la nation, qui est aujourd'hui dirigée par un pouvoir de transition militaire. L'idée de Zéphirin Diabré et ses camarades en clair est de mettre en place des points focaux parmi ces partis afin de mener des réflexions communes. Depuis le 24 janvier 2022, comme vous le savez, notre ordre constitutionnel et démocratique a été donc interrompu avec l'avènement du coup d'État. Cela crée un état d'exception qui appelle à un certain nombre de démarches de réflexion en regard des différents défis qui assaillent notre pays. Ces défis sont d'abord ceux que l'on connaît depuis de longue date, qui sont les défis sécuritaires, qui restent présents et même persistants, et autour desquels l'ensemble des intelligences de notre nation doit se retrouver pour que chacun puisse apporter sa contribution, à commencer donc par les partis politiques que nous sommes. Ces formations politiques rappellent une fois de plus que leur engagement gravite essentiellement autour du devenir du Burkina Faso, une raison suffisante de se concerter et redéfinir leur rôle premier. Et même si au sein de l'opinion, leur rôle tend à être discrédité et même diabolisé, Zéphirin Diabré pense toujours qu'ils sont aussi importants, tout comme les autres couches sociales de la nation. Et leurs actes passent par une solidarité agissante. On entend des discours tendant à diaboliser les acteurs politiques, des discours tendant à se questionner sur leur utilité, et certains même allant à des propositions les plus extrêmes pour ce qui peut être donc de notre rôle. D'abord, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les acteurs politiques que nous sommes là ne sont pas descendus du ciel. Nous sommes le produit de la même société qui fabrique et qui produit l'ensemble des différents groupes sociaux. Certes, nous ne sommes pas exempts de critiques parce que dans notre manière de faire la politique, nous commettons des erreurs, mais aussi des fautes. Mais dites-moi dans quel groupe social dans ce pays-là, il n'y a pas une partie qui fait des erreurs et des fautes. Donc c'est ensemble, par une introspection collective et commune, que s'il le faut, nous pourrons éventuellement donc trouver les réponses donc, aux maux de notre pays. Il est bon de le savoir également. Il est attendu de ce cadre d'échange qui marque le premier pas d'une série de rencontres avec ses points focaux, des propositions et recommandations concrètes pouvant être utilisées pour une fin heureuse sur les préoccupations brûlantes du moment.
Au premier ministère ce mardi, des défenseurs de la cause des agriculteurs face à l'inflation qui touche également le marché des intrants agricoles. Les prix d'achat des engrais et autres intrants ne sont plus à portée de main comme bien d'autres produits de grande consommation. Alors, les responsables de la centrale d'achat et d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles sont allés exposer leur situation au chef du gouvernement. Les détails avec Sarah Bougma et Arsène Konditamdi. La Covid-19 et la crise en Ukraine ont occasionné une flambée des prix de plusieurs produits. Les intrants agricoles ne sont pas en marge de cette envolée des prix et ce sont les petits producteurs qui paient le plus lourd tribut. La CAIMA, centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles, demande donc un appui supplémentaire du gouvernement. La centrale souhaite que le prix de revente aux producteurs ne soit pas supérieur à 20 000 francs CFA. Nous avons des intrants, certes, mais à des prix excessivement élevés. Vous savez que le portefeuille des producteurs burkinabés, des petits producteurs, n'arrivera pas effectivement à supporter ça. C'est pour cela que nous sommes venus demander à ce qu'il y ait un effort qui soit fait, en plus de ce qui est déjà fait, pour que nous puissions avoir des intrants à la portée des producteurs. Nous avons souhaité que l'engrais soit autour de 19 000, 20 000 francs maximum pour les producteurs, de l'ensemble des producteurs du Burkina. La CAIMA, centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, veut également augmenter les quantités en sa possession. Elle souhaite passer de 20 000 à 50 000 tonnes afin de servir le plus grand nombre de producteurs burkinabés. Pour les 27 000 tonnes, nous pouvons dire que oui, parce que nous avons acquis déjà, dans les magasins, nous avons près de 10 000 tonnes qui sont déjà dans les magasins. Nous avons quand même près de 100 camions qui ont déjà démarré des ports qui sont en train d'arriver. Tous les jours qui passent, nous avons des départs. Pour les 27 000 tonnes, nous pensons qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Notre plaidoyer va au-delà de ces quantités-là. Voilà, parce que vous savez que les besoins au niveau du Burkina, c'est des centaines de milliers de tonnes. Voilà, si nous voulons vraiment pousser cette production, ce n'est pas moins de 800 000 tonnes qu'il faut aller chercher. Et nous sommes en train de parler de 27 000, de 50 000 tonnes. Donc, c'est pour dire que ces quantités, aujourd'hui, nous allons être en mesure de les fournir. Mais notre plaidoyer va au-delà de cette quantité de 27 000. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a promis de réunir très bientôt l'ensemble des ministres concernés par la question afin de trouver des réponses appropriées aux difficultés de la centrale. Le gouvernement de la transition qui attend beaucoup des médias dans ce contexte de crise généralisée. C'est le ministre de la Communication qui le dit. Valérie Kaboré était en visite à la télévision BF1 ce mardi. Responsable de la chaîne Au cœur de nos défis, elle et son équipe ont exprimé leurs attentes. Elles ont surtout salué le professionnalisme de notre média. Abdou Karim Abanda, Arsène Konditamdi. C'est sa toute première visite à la télévision BF1 en tant que ministre en charge de la communication. Valérie Kaboré dit être venue saluer un modèle d'entreprise de presse professionnelle et qui contribue de façon significative à la création d'emplois pour la jeunesse burkinabé. La ministre a exposé sa vision et ses attentes vis-à-vis des médias. Valérie Kaboré s'est aussi imprégnée des conditions de travail de cette chaîne de télévision privée. C'était en fait une obligation morale, un devoir de passer, connaître les difficultés de la chaîne, discuter de nos projets communs et se donner des perspectives. Parce que vous n'ignorez pas que le gouvernement a été mis en place il y a 3 mois. Donc nous sommes en train de travailler sur nos stratégies, justement, de collaboration entre autres, pour la presse privée, qu'est-ce qu'il faut, pour la presse publique, qu'est-ce qu'il faut. Le directeur général de la télévision BF1 saisit l'occasion pour exposer des préoccupations majeures liées au fonctionnement des médias privés au Burkina Faso. Nous avons parlé plus spécifiquement de la SBT où il nous a demandé de payer un montant qui est un problème pour l'ensemble des chaînes de télévision depuis près de 3 ans. C'est un combat que nous menons pour que l'autorité de tutelle puisse voir comment assouplir les conditions tarifaires à ce niveau, que ce soit plus digeste, plus digérable par les chaînes de télévision. Les échanges entre la ministre et le directeur général de la télévision ont également porté sur la création de contenu en phase avec les défis du moment. Pour ce qui concerne les difficultés des chaînes de télévision, Valérie Kaboré dit avoir pris bonne note. Elle rassure que des mécanismes seront mis en place pour permettre aux médias de fonctionner efficacement.
Je vous le disais en titre, c'est parti depuis ce matin pour les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires session 2022. Comme au BPC, les chiffres sont en baisse cette année du fait du terrorisme qui frappe de plein fouet les régions. Ce sont donc plus de 430 000 candidats qui vont à la conquête de ce premier diplôme scolaire, soit une baisse de plus de 4%. Le lancement officiel des épreuves a été fait ce matin très tôt dans la commune de Kombisiri, dans le Bazéga. On en sait plus avec Justin Amonto. C'est le jour J pour ces élèves candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP. Ce 7 juin, ici au centre de Kombisiri B, le ministre en charge de l'Éducation nationale participe à la distribution des feuilles de composition aux candidats. Quelques minutes après, c'est l'ouverture officielle de l'enveloppe contenant les sujets de rédaction. Pour le ministre, la tenue de cet examen, malgré la crise sécuritaire que traverse le pays, représente une forme de résistance du ministère en charge de l'éducation nationale. On compte à peu près près de 2000 centres, 1925 centres à peu près, répartis sur tout le territoire national. Les hommes et les femmes se sont battus durant donc des mois et des mois pour que ces examens cette année puissent se passer très bien. C'est vrai que ça ne se passe pas dans des conditions sécuritaires normales, mais nous espérons que par l'organisation de ces examens, c'est une forme de résistance que nous manifestons parce que nous devons exister et nous allons exister. Avant le début des épreuves, les candidats, eux, se disent confiants pour franchir avec brio cette étape d'entrée en classe de 6e. Depuis mai, j'ai préparé mes affaires pour affronter l'examen. Je prends toujours mes cahiers. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Je suis prêt, je n'ai pas peur. Je vais affronter le CEP et je vais réussir. Je suis sûr que je vais réussir. Selon le président du jury du centre de Kombisiri B, jury 1, sur 217 candidats, 215 ont répondu présent et sont en salle pour composer. 2 élèves, dont une fille et un garçon, sont absents pour le moment. Pour cette session 2022, sur le plan national, le nombre d'inscrits est estimé à plus de 430 000 candidats, dont 55,4% de filles, contre plus de 450 000 candidats la session précédente, soit une baisse de 4,16%. La baisse des chiffres inquiète, mais l'autre aspect qui inquiète encore plus les acteurs et les parents d'élèves, c'est bien sûr le niveau des élèves en chute libre. Un débat remis au goût du jour avec une polémique née suite à l'interview d'un candidat du BPC réalisé par nos confrères d'Omega TV, une interview qui a enflammé la toile pendant des jours. Quand les uns jugent mal le niveau d'expression de l'élève, les autres sont plus tolérants et tentent de contextualiser les choses. Mais que pense le ministre de l'Éducation de l'affaire dite Bangal? Écoutons Léonel Bilgo. Je pense qu'il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de former une ressource humaine de qualité. Maintenant, effectivement, chaque enfant et la jeunesse aidant peut être libre d'avoir certaines expressions. Ce n'est pas qu'au Burkina que ça arrive, mais en tant que parents d'élèves, en tant qu'éducateurs, nous devons être concentrés sur l'école. Ce 7 juin, il n'y a pas que les candidats au CEP qui sont à pied d'œuvre. Il y a également des candidats à l'assaut du certificat de qualification professionnelle dans la région des Cascades. Ils sont au total 281 candidats qui ont débuté les épreuves ce matin après le top départ du haut-commissaire de la Comoé, Cédric Wilfried Mabio. Ils sont 281 candidats, dont 105 filles, réparties dans 6 filières, à savoir la mécanique auto et 2 roues, la restauration, l'électricité bâtiment, la menuiserie bois et métallique et la couture, qui partent dans la région des Cascades à la recherche de leur certificat de qualification professionnelle CQP. Bon, j'ai pas de soucis actuellement et je n'attends que les sujets, j'espère aussi que ce serait à ma portée. Je me sens prêt. Tout va bien se passer. À la direction régionale de l'Agence nationale de l'emploi, le haut-commissaire de la province de la Comoé a procédé ce matin au lancement des premières épreuves du dit certificat. Il est ouvert.
le lancement du certificat de qualification professionnelle aujourd'hui. Et comme ça coïncide avec le lancement du certificat d'études primaires, nous sommes venus représenter M. le gouverneur pour encourager les candidats et leur souhaiter une bonne chance. Oui, c'est des candidats sereins et je sais que pour les centres de Vampora, c'est du 100%. Les candidats auront une semaine de composition en théorie et en pratique avant la proclamation des résultats le 14 juin à venir. Les agents de santé très remontés contre leur ministère de tutelle. Ils parlent même de gestion chaotique. Tout serait parti des salaires ponctionnés ou suspendus chez des travailleurs qui ont quitté leur poste face aux menaces terroristes. C'est le syndicat des travailleurs de la santé animale et humaine qui fait l'annonce à la presse nationale ce matin. Le SYNCHA dénonce également la précarité des agents et du système de santé burkinabé. Benjamin Kwame. Plus de 2 millions de personnes sont privées de soins au Burkina Faso à cause de nombreuses attaques terroristes. L'insécurité qui a touché 532 formations sanitaires et fait fermer 179 autres depuis fin mars 2022, nous apprend le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Pour le SYNCHA, les travailleurs de santé subissent énormément les affres des terroristes. Enlèvement, intimidation, stress, dépression, exécution, la situation va de mal en pire. Alors, vous avez un travailleur qui est à Kodjel. Kodjel, c'est à peu près à 100 km de Gaïri. Il relève de Gaïri. Alors, il est dans un CSPS là-bas. Il y a eu des attaques terroristes et on les a pris. Alors, on était prêts pour les égorger. C'était une question de secondes. Hein. Et il y a un terroriste qui est venu de justesse, puisqu'il y en a qui ont égorgé et on les a vus. Et donc, c'était eux leur tour. Il y a un terroriste qui est venu qui a dit non, eux, ils les connaissent. Et voilà comment ces travailleurs ont été relâchés. Et ça ne s'arrête pas là. Ces médecins, infirmiers, sages-femmes, bref, ces hommes en blouse, une vingtaine cette fois dans le Soum, ont vu leur salaire suspendu et assistent à un positionnement de 80 000 francs sur ce salaire pour certains, de la part du ministère en charge de la Santé. Tout simplement parce qu'ils ont mis en jeu l'instinct de survie en quittant leur poste. Une gestion des hommes jugée catastrophique par le SYNCHA. La grande majorité exerce toujours à Djibo. Ils sont à Djibo, on positionne 80 000 francs sur ton salaire. À la fin du mois, je ne sais pas si tu as un prêt, je ne sais pas si tu peux même prendre 10 000 francs à la fin du mois. Alors personne ne se demande comment ces travailleurs-là font pour vivre dans des conditions extrêmes à Djibo. Les agents de santé au niveau du Soum particulièrement sont terrorisés par leurs premiers responsables. Et il faut que les gens le sachent. Dans une zone à haut défi sécuritaire, où même les agents de la justice n'ont pas eu le courage de prendre le risque pour aller prendre service, ils ont pris service à Ouagadougou et siègent à Ouagadougou. On veut les sanctionner pour avoir fui pour sauver leur vie. Quand on parle des victimes du terrorisme, on parle des déplacés internes, on parle de tout le monde sauf des agents de santé. Laissés à eux-mêmes et subissent une injustice, des agents qui sont obligés d'être héliportés pour rejoindre leur poste ou dans des convois militaires par moment. À cela, il faut ajouter la précarité des formations sanitaires, avec notamment les CSPS qui ne répondent pas aux normes personnelles. Au regard de ce constat alarmant, le SYNCHA demande au gouvernement une gestion adéquate des agents des zones de sécurité, arrêter les trop perçus et corriger les retards d'avancement des hommes en blouse. Les blouses blanches qui voient leur effectif renforcé, l'École nationale de santé publique a livré sa toute première cuvée de licence en sciences infirmières. Pour cette première expérience, ce sont 2300 nouveaux diplômés qui effectuent leur sortie. Ils s'engagent à offrir des soins humanisés et de qualité aux populations. Justin Amonto. Prestation de serment des diplômés de la première promotion licence en sciences infirmières et obstétricales de l'École nationale de santé publique. Ce 3 juin, ils sont 2302 à recevoir leur parchemin sur un effectif de 2326 candidats présentés aux différents examens de fin d'études. Un jour de satisfaction pour ces impétrants soldats de santé engagés à sauver des vies humaines. Chère population, nous avons fait
le vœu de vous servir par notre charte de profession. Et nous nous engageons à lui donner un sens en vous prodiguant des soins humanisés et surtout de qualité avec l'accompagnement du gouvernement et du vôtre. Pour le bien-être de la population, le ministère de la Santé veut miser sur l'engagement de cette nouvelle promotion 2021. Nous attendons de ce bataillon un engagement, du professionnalisme, de l'empathie, afin d'offrir des soins de qualité centrés sur la personne, sur toute l'étendue du territoire burkinabé. De 2018 à 2021, ils ont travaillé avec abnégation pour produire un résultat de 99% de réussite, selon le directeur général de l'École nationale de santé publique, ENSP. Un résultat salué par le parrain de cette première promotion, baptisée « Nouvelle vision de l'offre des soins ». Ils ont le diplôme, c'est une chose, mais le plus dur reste à venir parce que c'est la qualité de l'offre de soins sur le terrain. Et je leur ai dit d'avoir l'esprit patriote, d'être de vrais citoyens, pour que là où le ministère de la Santé souhaite qu'ils exercent leurs fonctions, pour la qualité des soins, pour la santé de nos populations, qu'ils acceptent rejoindre ces sites pour pouvoir exercer leurs fonctions. Conscients des défis à relever après les diplômes, ces impétrants ont formulé des demandes à l'endroit des autorités en charge du secteur de la santé. Objectif, pouvoir exercer dans des conditions favorables afin d'offrir des soins de qualité à tous, sans distinction d'ethnie ni de religion. C'est une institution qui est prise à partie par une partie de l'opinion qui estime qu'elle est inutile et budgétivore. Il s'agit du médiateur du Faso. Eh bien, les acteurs qui animent cette institution ne l'entendent pas de cette oreille, car ce n'est pas que le Burkina Faso qui en dispose. Tous les pays de l'UEMOA ont des médiateurs. La preuve, ce mardi se tient leur Assemblée générale à Ouagadougou, 6e du genre. Cette rencontre met au cœur de ses réflexions les défis majeurs de l'espace UEMOA. Ils sont, entre autres, la lutte contre l'insécurité. Luco Pakbelgen. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, sont à Ouagadougou pour leur 6e Assemblée générale ordinaire. 10 ans après sa création dans la capitale burkinabé, l'association des médiateurs de l'UEMOA se réunit autour du thème « Le médiateur de la République à l'épreuve des défis majeurs de l'espace UEMOA ». Malgouvernance, corruption, conflits communautaires, insécurité grandissante sont ces défis à relever. Sur le plan sécuritaire, notamment, la géopolitique révèle que notre sous-région est aujourd'hui devenue la cible de groupes terroristes dont la seule ambition est de fragiliser nos économies, de remettre en cause la paix et la cohésion sociale. Le constat est bien triste. Conscient de notre rôle de défenseur des droits de nos concitoyens, fort des missions qui nous sont confiées et des moyens d'action dont nous disposons dans nos textes fondateurs, nous avons décidé de mener une réflexion sur la thématique retenue afin d'apporter notre contribution à la recherche de solutions idoines aux problèmes soulevés. À cette Assemblée générale, il sera également question du renouvellement des instances de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Ali Sirfi Maïga, doyen des médiateurs des 8 États, devra passer le témoin là où même il l'a pris en 2018. Avant son départ, il exhorte les acteurs de paix que sont les médiateurs et les décideurs à trouver des solutions aux plaies de la sous-région. Nos propres faiblesses et atteintes autodestructrices sont arrangées dans la liste des 5 plaies que nous continuons à penser. Ce tableau présente des défis inédits que les élites comme les citoyens, les États comme les organes communautaires doivent ensemble relever. Ils ont pour nous, premièrement,
l'exigence de paix et de sécurité durable pour instaurer un développement économique solide et une intégration harmonieuse. Deuxièmement, l'accès effectif à des services sociaux de base et de qualité dans un environnement sain et durable. Troisièmement, une stabilité constante de l'état de droit sous le régime de la bonne gouvernance. Quatrièmement, l'effectivité des droits et libertés ainsi que l'application effective du droit communautaire. Grâce à l'accompagnement de la commission de l'UEMOA, l'AMP annonce un chantier de modernisation comprenant son informatisation pour recevoir les plaintes en ligne dans les institutions médiateurs de la République dans l'espace UEMOA. La Société Générale de Formation, elle, s'intéresse plutôt aux travailleurs retraités en organisant ce qu'elle appelle Journée des seniors. Concrètement, il s'agit de célébrer ces personnes âgées qui se sont sacrifiées des décennies durant pour la bonne marche de la société. Sandrine Zougouri. Pendant que certaines ont toujours les jambes solides, d'autres par contre peinent à se tenir longtemps debout. Des seniors, ils le sont tous. Réunis dans cette salle, les retraités et les travailleurs se forment sur comment préparer leur retraite et sur la reconversion professionnelle après la retraite. Sungalo Traoré, lui, a déjà bénéficié de cette formation. À la retraite, aujourd'hui, il possède une ferme agricole. Oui, j'ai reçu la formation bien avant que je ne parte à la retraite. Sinon, j'ai reçu. Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a permis de pouvoir réaliser ma ferme agricole. Et vraiment, bon, c'est bon. Sauf que le soutien financier me manque. Guider les retraités et les travailleurs pour une retraite paisible sans difficulté, c'est le leitmotiv de la SGF, la Société Générale de Formation. Nous sommes à la journée des seniors, une journée de partage d'expérience pour que la retraite ne soit pas une fin en soi. Nous avons voulu créer ce cadre pour permettre à ces retraités, à ces seniors de se rencontrer, à se retrouver et à partager en tout cas les expériences des uns et des autres et à favoriser l'apprentissage parce que nous avons essayé de mettre au programme plusieurs thématiques concernant la question de la retraite. Donc c'est vraiment une journée de retrouvailles, une journée de partage d'expériences mise en place, créée pour permettre aux retraités de se retrouver et de pouvoir partager les différentes expériences entre eux. Le premier panel porte sur le thème préparation et réussite de la retraite, de sa vie de retraite. Adhérant à la vision de la SGF, le ministère en charge de la solidarité rassure les initiateurs. Vous savez bien que être senior, ce n'est pas du donné. C'est-à-dire que c'est toute une vision qui vous amène à travailler, à servir votre pays et à mériter la retraite. Et après la retraite, ils se sont vus pour s'organiser, pour voir comment ils peuvent toujours contribuer à apporter quelque chose au niveau du développement de notre pays. C'est une belle initiative, une initiative salutaire et en aucun cas le ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire ne pouvait se mettre en marge de cette initiative-là. Voilà donc pourquoi nous sommes venus. Le ministre lui-même était là. Ce combat que mène la Société Générale de Formation depuis 2014 à travers la formation a porté ses fruits, mais on note toujours des difficultés. À cette journée des seniors, une visite médicale a été organisée afin de s'assurer de la bonne santé de ces retraités et de ces travailleurs parfois vulnérables. À l'université Aube Nouvelle, on célèbre la 2e édition de la journée de coopération, initiée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Il s'agit de porter la réflexion sur l'employabilité des étudiants après leur formation, un véritable cadre de rencontre entre étudiants et entreprises en vue de susciter des vocations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Kouka Thomas Yao, Soto Justin Dabiri. Une journée de coopération initiée par l'université Aube Nouvelle. Elle vise à offrir un cadre de rencontre et d'échange entre les étudiants de l'université et les entreprises de la place. Il s'agit pour les initiateurs de cette journée de permettre aux étudiants de Aube Nouvelle de comprendre la vie des entreprises et faire des choix pour le métier qu'ils souhaitent exercer après leur formation.
Deuxième du genre, cette journée de coopération a connu la participation de plusieurs entreprises. Notre objectif, c'est d'éveiller justement ce sens de l'esprit d'entrepreneuriat au niveau donc de nos étudiants en leur permettant d'échanger avec des entrepreneurs, des personnes qui sont actives dans le domaine de l'entrepreneuriat déjà. Vous avez vu tout à l'heure, au cours donc de la cérémonie de signature, de très jeunes entrepreneurs. C'est cette image-là que nous voulons voir reflétée également au niveau de nos étudiants. Une belle occasion saisie par l'Université Aube Nouvelle pour signer des accords avec plusieurs entreprises afin de faciliter de meilleures collaborations et aussi permettre aux étudiants en fin de cycle d'avoir un contact facile pour leur intégration socio-professionnelle. Une opportunité que les étudiants sont invités à saisir selon le parrain de la cérémonie. Les premiers conseils à adresser aux filles, c'est de rester dans ce sillon d'excellence que leur trace l'Université Aube Nouvelle. Et pour être excellent, il faut être endurant, il faut être persévérant, il faut être humble. Parce que l'université va vous donner un savoir et un savoir-faire. Il ne faut pas que vous preniez la tête très rapidement, sinon vous risquez de rentrer dans le décor. Donc restez humble, restez travailleur. Alors cet accord va nous permettre de pouvoir resserrer nos liens déjà, qui existent déjà depuis un moment, depuis la direction générale à Ouaga. Donc nous espérons pouvoir répondre à leurs besoins, les aider à avancer positivement. La deuxième journée de coopération à l'Université Aube Nouvelle sera marquée durant 3 jours par des rencontres B2B et des forums. Des rencontres qui vont permettre aux étudiants de se faire des contacts et aux entreprises présentes sur place d'échanger en elles et de se découvrir davantage. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso demeure le leader du groupe B dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Un positionnement obtenu à l'issue d'un match contre les Swatini en Afrique du Sud cet après-midi même. Un duel sanctionné par un score de 3-1 en faveur, bien sûr, des étalons. Le résumé du match avec Madi Zongo. Les étalons ont conclu de la meilleure des manières la première partie des éliminatoires de la CAN 2023. En déplacement au FNB Stadium de Johannesburg pour affronter les boucliers du roi d'Eswatini, les poulains du Bervelude ont fait une simple démonstration de force. Amenés par Dango Ouattara de Gala, les étalons ont fait la preuve que la 4e place acquise à la CAN 2021 reposait sur du solide. Rien n'était gagné au départ. Les sujets du roi Swazi 3 avaient contraint les éperviers du Togo au partage des points le 3 juin à Lomé avec une égalisation acquise pendant les ultimes minutes du match. C'est souvent le caractère d'une équipe qui ne lâche rien. Les Bleus vont ouvrir à la 64e minute le score sur une mauvaise sortie du jeune portier Kylian Ninkema, suppléant d'Hervé Kofi, absent pour des raisons de famille. Piqués au vif, les étalons accélèrent le galop et obtiennent l'égalisation par Dango Ouattara à la conclusion d'une action collective à la 69e minute. Alors que le télescopage entre Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo aurait pu gâcher la fête, Dango Ouattara brise une seconde fois le bouclier du roi sur une merveille de passe de Blati Touré à la 76e minute. Aziski va ôter tout espoir aux locaux en envoyant la balle mourir dans les buts du gardien. 3-1 est le score de ce match. Le Burkina fait le plein de points au terme de cette première partie dans la course vers la Côte d'Ivoire en occupant seul la tête du groupe B. Un résumé de Madi Zongo avec la voix de Maxime Ilboudo qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis la commune de Dargo dans le Namantenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.